On a les sacs à main, on a les chaussures, on a les voitures et on a la holding. Il faut toujours revenir à la simplicité. Plus vous allez faire des choses compliquées, plus vous risquez de rater une règle fiscale. Pour moi, rentable, il faut au minimum qu'on soit à l'équilibre après impôt. Et je vois passer des postes qui mettent littéralement en danger vos investissements immobiliers. Moi, je ne connais pas de système qui permette de ne pas payer d'impôts en France. On vous ment sur la fiscalité immobilière. Notre avocat fiscaliste vous démêle le vrai du faux. Bonjour Dimitri, comment ça va? Bonjour Baptiste, bien, merci. Super. Dimitri Boujard, avocat fiscaliste au barreau de Paris depuis 1995, spécialisé en droit immobilier, investisseur immobilier aussi. Ouais. Donc, tu es expert dans toutes les problématiques liées justement à l'investissement immobilier qui plus est rentable, que tu maîtrises très bien. Est-ce que tu peux te présenter en 20-30 secondes et après on va attaquer dans le vif du sujet. Je pense que ça va être plein de valeur. Bien sûr. Donc, je suis Dimitri Boujard, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis investisseur immobilier depuis 2001 à peu près, ça fait donc maintenant 25 ans. Et j'ai aussi une casquette d'entrepreneur puisque je vends des produits numériques en ligne et que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, mon but, c'est d'aider les investisseurs immobiliers à gagner du temps et de l'argent grâce au droit et à la fiscalité, ce qui n'est pas une mince problématique. J'imagine, c'est clair. Et du coup, on a voulu tourner cette vidéo puisque c'est vrai qu'il y a en fait énormément de fausses croyances dans l'immobilier liées à la fiscalité surtout. Et donc Ouais. l'objectif, c'est de pouvoir te partager un petit peu ce qu'on a sondé dans notre audience, notre communauté sur ce qui pourrait s'apparenter à de fausses croyances et que tu puisses derrière tout simplement y répondre sur un format un peu, enfin je trouve, un peu ludique. Donc le premier point, c'est la holding est indispensable pour investir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que sans holding, c'est impossible d'optimiser. Ok, alors ça c'est un sujet qui plus est à la mode, mais en réalité la holding, il faut le rappeler, sert essentiellement à une chose, optimiser les flux de trésorerie dans un groupe de sociétés. Donc je sais que ça fait chic dans les soirées de dire ouais moi j'ai ma holding, etc. Si tu as ta holding et que tu as une laverie et une SCI, ok d'accord, tu as un groupe de sociétés, mais c'est pas non plus le truc le plus extraordinaire. J'ai rien contre les laveries, soyons clairs. C'est un business comme un autre. Mais en réalité, pour l'investissement immobilier, la holding est loin d'être indispensable. Elle va correspondre à un type d'investisseur bien particulier qui est le chef d'entreprise. Là, quand tu as une entreprise qui dégage beaucoup de cash et que tu n'as pas besoin en tant que chef d'entreprise de prendre toutes les liquidités de la société, tu vas te retrouver avec de la trésorerie dans la société. Et du coup, si le but est également d'investir dans l'immobilier, là, il sera intelligent soit par exemple de créer une société civile immobilière. Alors on va revenir longuement dans cette vidéo ou d'autres vidéos sur la société civile immobilière qui pour moi est un excellent véhicule d'investissement à l'heure actuelle. Mais là, ça sera peut-être intéressant pour le chef d'entreprise de créer une SCI rattachée en partie à sa société d'exploitation, voire une holding. Et là, on met la holding en haut du montage. On a les flux de trésorerie qui partent de la société d'exploitation vers la holding et qui vont redescendre vers une ou plusieurs SCI ou d'autres sociétés commerciales parfois. Et quand on fait ça, ça évite de sortir les dividendes, on appelle ça sortir l'argent par le bas, c'est-à-dire que de se verser en nom propre en tant que chef d'entreprise des dividendes potentiellement taxés à 30% de flat tax. Ouais. On les fait remonter dans la holding, la fiscalité est bien moindre puisque c'est 5% du montant de la trésorerie la taxation porte sur seulement 5% du montant de la trésorerie qui remonte dans la holding et est taxé à l'IS dans la holding. Mais on fait remonter 100 000 euros dans la holding, ça va être taxé à hauteur de 5% sur les 100 000. Et ça repart direct après 5% en bas des 100 000, exactement. Ouais. Et donc une fois que les 5% de 100 000, c'est-à-dire 5% de 100 000, 5 000. Les 5 000 sont taxés à l'IS dans la holding. Et là, il reste 96 97 000. Et ça redescend dans l'ASCI. C'est de la trésorerie. Tandis que si on le fait par le bas, on se prend 30%, il reste que 70 à réinvestir. Ouais. Donc la holding sert vraiment à optimiser les flux de trésorerie.
Là, je vous en parle en quelques minutes, bien sûr. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. J'ai un bouquin de 300 pages sur le fonctionnement juridique et la fiscalité de la holding, parce qu'il y a énormément de choses. Là, je suis dans un régime mère-fille, il y a le régime d'intégration Ouais. fiscale. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable pour répondre à ta question? Loin de là. Ça correspond vraiment au profil du je suis chef d'entreprise, j'ai des liquidités dans ma boîte Ouais. et je veux me servir de ces liquidités sans trop de friction fiscale pour réinvestir dans un ou plusieurs projets immobiliers. Il n'y a pas que les projets immobiliers, bien sûr, mais nous, on est quand même sur ta chaîne, Mm. donc on parle d'immobilier. Et là, dans ce cadre-là, évidemment, ça ne va pas correspondre non plus avec le schéma où je veux utiliser l'argent en non personnel, puisqu'on ne peut pas faire une holding et acheter des Ouais. biens à titre personnel. Ça sera forcément rattaché à une autre société, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, je sais que tu as raison, hein, la holding, on en parle souvent, c'est mis en avant par pas mal de monde. Alors, je ne la jette pas hein, du tout, soyons clairs. J'ai rien de spécial contre la holding. Ce qui m'exaspère un tout petit peu, c'est qu'on la sorte quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, y compris pour des investisseurs qui n'ont absolument pas besoin de cet outil. Ça devient un outil de mode en fait. Ouais, c'est Tu vois, ça. ou pas, c'est ce que je veux dire, c'est que on a les sacs à main, on a les chaussures, on a les voitures et on a la holding. Voilà. C'est Si tu as voilà. 50 ans, tu n'as pas ta holding, tu as raté ta T'as vie. raté ta vie, ouais, 100%. Pour Donc, reprendre. donc c'est exactement ça. Et bien entendu, il y a plein de personnes qui ont besoin des holdings et c'est ultra pertinent. Et là, dans ce cas-là, bah, tu vas leur recommander. Mais Ouais. c'est vrai qu'on a tendance des fois à complexifier, ça sort un peu de nulle part, la stratégie fiscale pour en fait se rassurer en quelque sorte qu'on est en train de faire quelque chose de vraiment optimisé. Alors que des fois, c'est keep it simple, on garde ça simple. D'ailleurs, on peut enchaîner. Deuxième croyance, liée justement à la complexité du montage fiscal. Comme quoi, on ne peut pas avoir une belle optimisation fiscale, entre guillemets, un bon montage fiscal, si c'est pas compliqué. Ça, c'est une croyance Ça, c'est une qui vraie revient croyance très aussi. souvent. Et tu as raison de le dire. En réalité, il faut toujours revenir à la simplicité. Parce que si vous faites des choses simples, c'est là que vous avez le moins de risque de vous prendre les pieds dans le tapis, très clairement. Plus vous allez faire des choses compliquées, plus vous risquez de rater une règle fiscale, de rater une règle juridique, de rater une règle de fonctionnement entre deux ou plus de sociétés encore. Et comme les lois évoluent rapidement, surtout en matière fiscale, et qu'il y a énormément de jurisprudence, et par exemple, tu vois, il y a la jurisprudence fiscale, c'est le ressort des tribunaux administratifs, des Mm. cours administratifs d'appel, du Conseil d'État. Donc rien que sur ce point-là, la plupart des Français ignorent qu'en France, on a deux ordres de juridiction. On a l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Et suivant le type d'impôt, tu vas pas aller devant le même Ok. tribunal parfois. Donc déjà, vous faites des choses simples parce que s'il y a un problème, ça ne sera pas forcément simple d'aller devant le bon tribunal. Je vois encore passer régulièrement de la jurisprudence où les gens sont déboutés par tel ou tel tribunal parce qu'ils n'ont pas saisi la bonne juridiction. Ok. Donc rien qu'au niveau judiciaire ou administratif, c'est pas simple. Si en plus vous avez rajouté de la complexité lors du montage de l'opération, ça va commencer à être lourd. D'accord? Donc tu as raison, c'est pas en faisant des choses compliquées qu'on va forcément super optimiser sa fiscalité et au-delà de la fiscalité, le fonctionnement de l'investissement immobilier. Puisque l'investissement immobilier, tu as abordé un tout petit peu dans l'introduction la notion de rentabilité, on en reparlera aussi. Dans l'immobilier, il y a la rentabilité, la fiscalité et de plus en plus le fonctionnement juridique. Attention, est-ce que si je suis en société, dans telle ou telle ville, je vais vraiment pouvoir faire de la location courte durée? Ouais. Est-ce que si j'achète dans telle ou telle ville en nom propre, je vais pouvoir louer comme je veux? Ah, il y a peut-être l'encadrement des loyers. Est-ce que si j'achète dans tel quartier de telle ville, je vais pouvoir louer comme je veux? Ah, mais il y a peut-être le permis de louer. Donc, déjà, un petit peu de complexité juridique au cas par cas, d'accord? On rajoute ensuite la notion de structuration en société et on rajoute la fiscalité qui doit correspondre aux objectifs de l'investisseur. Ouais. Autant dire que quand on met tout bout à bout,
Je pense que c'est suffisamment complexe pour ne pas en rajouter une couche avec des trucs. Moi, je vois passer des choses sur LinkedIn. Je lis 3 lignes, déjà, je suis carrément perdu. J'ai pas envie de lire le post, tellement je trouve ça compliqué à la On base. va Et faire pour, une voilà. holding qui part du truc, du machin, en Là, 3 niveaux. et le 13-5, tu en penses quoi? Excuse-moi, le 13-5, mais tu parles de quoi là, le 13-5? C'est devenu un truc d'ultra spécialiste Ouais. qui sert souvent strictement à rien. Et je vois passer des posts qui me font bondir, qui mettent littéralement en danger vos investissements immobiliers. Ouais, parce qu'on a retrouvé un vieux truc, mais qui a plus du tout cours. Je sais que on parle tout le temps, à tort et à travers, de l'abus de droit fiscal. Ça, c'est l'épouvantail sur Internet. Si tu revends ton bien à ta propre SCI, attention, il y a risque d'abus de droit fiscal. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est du bullshit total. Bah, surtout dans le milieu de la start-up. D'ailleurs, à Paris, on parle beaucoup d'abus de biens sociaux. C'est très tendance sur LinkedIn. C'est Pour très, regarder un très petit peu ce qui tendance se sur les fait. réseaux sociaux, l'abus Ouais. de droit social. Et en fait, j'ai un de mes confrères qui est quand même un confrère vraiment ultra spécialisé sur la fiscalité, qui a quand même rappelé récemment qu'il a vu dans sa carrière seulement quelques cas d'abus de droit fiscal, d'accord? Parce que il y a déjà l'administration fiscale a d'autres outils avant de dégainer l'abus de droit fiscal. L'abus de droit fiscal, c'est complexe à mettre en œuvre et c'est dans les dossiers à fort enjeu fiscal. Ouais. Il y a des centaines ou des millions d'euros en jeu. C'est pas parce que tu as fait un petit truc qui te fait économiser 3 000 euros que tu vas te taper une procédure d'abus de droit fiscal. Ouais. Il faut revenir sur terre un petit peu de temps en temps. Donc voilà, là aussi, c'est pareil. Ah oui, c'est dangereux, c'est risqué, c'est compliqué. Oui, plus c'est compliqué, plus c'est dangereux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se retrouver avec un abus de droit fiscal. Donc, attention, justement, sur les réseaux, méfiez-vous de ça. Il y a énormément de gens qui parlent à tort et à travers de choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Pour tout ce qui est droit et fiscalité, c'est simple, vous vous adressez à des professionnels du droit et de la fiscalité. Avocats, experts comptables, pour la fiscalité plus que pour le droit, d'accord? Puis ça sort à peu près de là, hein. Alors les notaires aussi, mais les notaires ont plus quand même encore un rôle sur la transaction et le Oui. conseil patrimonial parce qu'ils ont des grosses compétences sur le droit de la famille. Ils interviendront Et beaucoup moins sur la fiscalité. dès qu'on mêle l'investissement immobilier avec des notions de droit de la famille, je suis une famille recomposée, il y a des enfants des deux côtés, etc. Ils ont un vrai rôle à jouer aussi. D'accord. Dans tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est dans chaque pôle de l'investissement immobilier et de votre projet de vie, de s'entourer d'experts, de toute façon. C'est clair. Parce que si tu as la meilleure stratégie fiscale, mais que ton bien n'est pas rentable, bon, bah, tu te plantes. Bon, quoique si vous aviez un bon fiscaliste comme Dimitri, il vous dirait qu'il n'est pas rentable. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je l'aurais dit avant, je vous aurais dit attention, vous n'allez peut-être pas acheter ça. Je ne vous recommande pas d'acheter. Et régulièrement, dans mes rendez-vous, tu sais, j'ai des gens. Moi, je fais du conseil pour investisseurs immobiliers. Je me suis rapidement présenté, mais mon activité principale reste quand même à l'heure actuelle le conseil pour investisseurs immobiliers. Et très régulièrement, chaque semaine, j'ai des gens qui ont des biens et je leur dis, mais ce bien-là, pourquoi le gardez-vous? Parce que je leur fais la démonstration simplement avec des chiffres et des calculs très rapides, hein, que le bien n'est pas rentable au sens où toi et moi, on l'entend. Pour moi, rentable, il faut au minimum qu'on soit à l'équilibre après impôt et qu'on n'ait pas d'argent à remettre. Je vais dire, c'est ultra simplifié, hein. Chacun a sa propre définition de la rentabilité. Mais pour moi, c'est ça. Parce que si on vous dit il y a un effort d'épargne, le langage des banquiers, c'est le truc qu'on nous disait pour acheter du Pinel, du Cellier et encore plus loin du Duflo ou du Robien. Il y a un effort d'épargne. Non, vous remettez de l'argent tous les mois dans votre projet et donc ça grève votre capacité d'épargne ou vos revenus du travail. Donc rentable, c'est minimum ça. Ok ? Et j'ai des gens qui ont des biens qui sont pas rentables. Si tu immobilises 600 000 euros de valeur sur un bien parce que le prix de l'immobilier a grimpé, il était peut-être rentable quand ils l'ont acheté, mais les loyers n'ayant pas suivi la même courbe
que l'ascension des prix. Il en génère 1500 par exemple, Oh. ou 2000 euros par mois. Voilà. Tu sais que si tu le revends 600 000 à 10%, tu feras 60 000 à l'année, quoi. Alors que là, De tu es revenus. à 20, 25 000. Ouais. Bah, c'est plus très rentable. Et ils ont du mal à l'entendre. Alors parfois, ils vont me dire, ah ouais, puis en plus, il est en nu. Alors moi, je me fais massacrer sur les revenus fonciers. Bah oui, normal, c'est le régime le plus mauvais, les revenus fonciers. D'accord. Ouais. Donc là, nous, quand on bosse ensemble, bah, c'est clair, quand c'est des projets pour de la location nue, et ça c'est toi qui va voir ça avec tes équipes, bah, moi, je dis, achetez plutôt ça en SCI à l'IS. C'est vrai qu'on a eu très très peu de clients, je pense, de toute l'histoire d'RGI qui ont acheté sur le régime fiscal du nu. Majoritairement du LMNP, de la SCI à l'IS. Et beaucoup plus de la SCI à l'IS maintenant, ça Ouais, représente mais ils font de la location nue 80%. en SCI à l'IS Ah, parce bien que sûr. justement, on a optimisé la fiscalité grâce à la SCI à l'IS. Justement. Bah, d'ailleurs, point d'après, Ouais. je ne peux pas faire de location meublée en SCI. Ah, alors oui, ça, c'est la tarte à la crème des fausses croyances sur les réseaux sociaux. Littéralement, une de plus. Bien sûr qu'on peut faire de la location meublée en société civile immobilière, à une condition, c'est que votre société civile immobilière opte pour l'impôt sur les sociétés. Et pourquoi? Parce que là encore, autre chose qu'il faut sans arrêt redémonter, et ça, il y a encore tellement d'intervenants du secteur immobilier qui ont cette fausse croyance, la location meublée n'est pas, PAS majuscule, une activité commerciale. D'accord? Ce n'est pas une activité commerciale. En revanche, la fiscalité de la location meublée est une activité commerciale. C'est pour ça que quand on regarde la jurisprudence, les tribunaux administratifs rappellent régulièrement que la location meublée est une activité commerciale. Et si on s'arrête là, on dit, bah, Dimitri, ce que tu viens de nous dire, c'est faux. Non, non. Les tribunaux disent, au sens de l'article de mémoire 35, je ne sais plus quoi, du Code général des impôts, c'est-à-dire qu'elle est commerciale uniquement au regard de la fiscalité, pas au regard de la nature même de l'activité. Et ça, je n'invente rien. Il y a de la jurisprudence, mais qui a quasiment un siècle sur le fait que la location meublée n'est pas une activité commerciale. Donc ne confondons pas l'activité avec la fiscalité. Et en France, le droit fiscal est dit autonome. C'est-à-dire qu'on peut avoir une activité civile et une fiscalité commerciale. Alors, en l'occurrence, la fiscalité de la location meublée en nom propre, c'est celle des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Mais on peut très bien faire de la location meublée en SCI à l'IS, puisque l'IS est une fiscalité commerciale, impôt sur les sociétés. Et du coup, là, ça cadre. Société civile immobilière, activité civile de location meublée, option à l'IS, option pour une fiscalité commerciale. Et tout va bien. Donc on peut faire du nu, du meublé, de la courte durée. Aussi, C'est possible. on peut avoir un local commercial Oui, dans une SCI bien à sûr. l'IS. On peut avoir des parkings. On peut faire de la location via un bail professionnel pour des bureaux. On peut faire plein de choses. Ça, c'est top. Alors évidemment, hein, je ne suis pas en train de vous dire non plus que la SCI à l'IS est adaptée à tous les projets ou à tout le monde. Ça, c'est pareil. Hein. Maintenant, la mode, c'est la holding. Bon, il y a 5 à 10 ans, la mode, c'était la société civile immobilière. Maintenant, c'est un outil qui est largement démocratisé, mais il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire un outil. La SCI, pas plus que la holding, ne sont pas des paradis fiscaux. Voilà, c'est simple. Et d'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure à propos de la holding, n'oubliez pas que la holding, elle fait circuler la trésorerie, mais à un moment ou à un autre, le but de tout ça, c'est quoi? C'est quand même de récupérer l'argent. Bah, j'imagine. A priori, je sais pas ce que t'en penses. Alors mais sinon, il y a un si truc que vous c'est n'avez juste pas pour le compris. Parce que... stocker et mourir et que ça Ouais, reste sur le non, compte c'est en clair. banque, c'est pas top. Bien Donc, sûr. il va falloir sortir l'argent. Et donc, on le sort de la SCI à l'IS, typiquement, puisque pour moi, c'est l'outil vraiment adapté en ce moment, compte tenu de la relative incertitude fiscale sur les années à venir pour le nom propre. Hein, clairement, on fera une petite vidéo là-dessus sur la prospective fiscale. Mais donc, on sort l'argent de la SCI à l'IS, bien, il va falloir payer de l'IS et puis ensuite trouver des moyens de le sortir. Rémunération, taxation de dividendes, remboursement du compte courant d'associé, les 3 principales. Après, on peut avoir des licences, des redevances de licences de marque. On va aussi sur les réseaux, les 5 façons de sortir l'argent. On va même jusqu'à la liquidation de la société. C'est sûr que si on vend les biens et qu'on dissout la société, on récupère l'argent. Mais c'est pas une façon, je dirais,
très extraordinaire. Mm. Et dans la holding, il faut faire remonter l'argent que la holding avait prêté à la SCI quand même. Il faut quand même, à un moment ou à un autre, que la SCI rembourse la holding. Hein. C'est une convention de compte courant d'associé ou une convention de trésorerie. C'est pas la holding qui donne l'argent. Hein. Ça marche pas, ça. Il faut que l'argent remonte à un moment ou à un autre. Et quand il est stocké dans la holding, ben, on revient au même problème. Il faut sortir l'argent de la holding. Donc, il faut aussi arrêter. Quand je vois 3% d'impôts en France, la France est un paradis fiscal, bah ouais, les gars qui sont un peu escrocs, hein, qui vous disent ça, ils oublient de vous dire que oui, 3% si l'argent reste stocké dans la holding et qu'on n'en fait plus rien. Mais non, le but c'est de le sortir. Donc, moi, je ne connais pas de système qui permette de ne pas payer d'impôts en France. Très clairement. En fait, il faut accepter le fait que l'imposition fasse partie du processus. Voilà. Mais la question, c'est à quel niveau j'optimise et à quel moment je paye mon impôt aussi. Puisque par exemple, reprends-moi si je me trompe, puisque c'est toi l'expert, mais sur de la SCI à l'IS avec les amortissements et toutes les déductions qu'on peut avoir, on va surtout payer du coup à la revente du bien. Tout ça, ça va rentrer à l'IS. Alors je le fais très simple, on fera une vidéo Spécial ensemble, voilà, SCI, spéciale, bien sûr. par rapport au LMNP, où par exemple, tu es sur un bien sur lequel tu n'as aucun amortissement, tu fais quoi? Du micro-BIC, par Alors, en exemple, micro et donc tu BIC, te fais allumer tout de suite, quoi. Enfin, allumer. micro BIC. Alors, en plus, maintenant, ça a un petit peu changé, puisque en micro BIC, tu as raison, on n'amortit pas le bien. Donc, Ouais. le micro BIC va être surtout intéressant pour les petits investisseurs. Je mets des guillemets parce que chez moi, ça n'a rien de péjoratif. Hein. Je veux dire, si Non. on a des ambitions limitées, ce qui est aussi tout à fait louable, on peut se dire, je vais acheter un studio pour compléter ma retraite et s'arrêter là. Oui. Il n'y a pas de problème, ça va très bien. Et c'est aussi quand même une grande partie des investisseurs immobiliers qui vont faire ça. Et là, le micro BIC sera parfaitement adapté. Par contre, si vous voulez développer un parc immobilier en étant accompagné et que vous voulez acheter un immeuble de rapport ici, une coloc là, 3 LCD ici, etc., il va falloir structurer. Si c'est en nom propre, on ne sera pas au micro BIC, mais au BIC au réel. Ça sera soit de la location meublée non professionnelle, soit de la location meublée professionnelle, avec des questions supplémentaires d'URSSAF. On fera peut-être une petite vidéo juste URSSAF. Ouais. C'est vraiment des fiscalités différentes. Et en plus, il y a eu une réforme en février 2025 sur la réintégration de l'amortissement pour les loueurs meublés qui sont au régime dit du réel, c'est-à-dire loyer moins charge réellement déductible. Ce qui veut dire qu'en sortie, maintenant, pour le calculer la plus-value d'un loueur meublé non professionnel, sous réserve que ça change dans les années qui viennent, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, même si on peut faire un petit peu de prévision, on va réintégrer l'amortissement dans la base de calcul. Donc là où vous aviez une plus-value à 30 000, si on réintègre les amortissements, c'est peut-être 90 000. Donc la taxation, l'assiette de taxation augmente considérablement désormais pour les loueurs en meublé non professionnel. Ce qui veut dire que en sortie, même là, tu vois, Oui. la fiscalité de la Finalement, SCI ouais. à l'IS se rapproche enfin, je devrais dire, la fiscalité du loueur meublé non professionnel se rapproche de la fiscalité de la SCI à l'IS. Ce qui a encore un gros avantage en nom propre, c'est qu'on a l'abattement pour durée de détention. Bon, ça fait énormément de... peut-être qu'il y a trop de notions déjà, ça fait beaucoup de choses à assimiler et on peut séparer, il faut scinder les sujets. De toute façon, il y a plein d'avantages pour l'un ou pour l'autre. Ça dépend vraiment de l'objectif aussi. C'est sûr que si l'objectif, c'est de réinvestir et de rien toucher pendant les 10 prochaines années pour transmettre à ses enfants et qu'on veut mettre des apports conséquents, on sait qu'on a l'apport en compte courant, par exemple, sur la SCI qu'on ne va pas avoir en nom propre. Enfin, il y a plein d'avantages. Je vais te reprendre une autre croyance. Du coup, on en a... alors, laquelle est la plus tendance ? Je suis en train de regarder ce qui pourrait... Alors bon, avec une SCI, j'évite automatiquement l'IFI. Non, je sais pas si... L'IFI, c'est encore un sujet à part entière. Et puis, en plus, on ne sait pas du tout. Avant l'IFI, il y a eu l'ISF. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aura après l'IFI ? Oui, tu as raison. J'ai régulièrement des gens qui ont 500, 600, 700 000 euros de patrimoine immobilier net et qui me parlent déjà d'IFI. Le seuil de l'IFI est à 1 300 000 euros. Donc, je leur dis souvent, vous savez, le temps que vous capitalisiez, que vous arriviez à 1,3 million net, il va encore se passer plusieurs années. Tout ça peut être modifié. Ce n'est pas la peine de se focaliser sur des problèmes qui ne sont pas proches. Ouais. Sinon, on ne fait rien. 100% d'accord.
On se fait massacrer fiscalement en France, donc mieux vaut tout faire à l'étranger. Ouais, ok, faites tout à l'étranger si vous avez du cash. Parce que pour acheter à l'étranger, il faut du cash. Magnifique, Voilà. exactement. Là, c'est assez simple. Par contre, je vous dis pas qu'il faut pas diversifier. Moi-même, j'étudie avec mes clients en ce moment les possibilités de diversification dans des pays à l'étranger. Mais pour moi, la diversification à l'étranger, c'est si vous souhaitez rester en France, que vous avez déjà du parc immobilier en France et que vous voulez en plus diversifier à l'étranger. C'est exactement ça. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, vous avez en gros deux valeurs patrimoniales globales. La première, c'est votre cash, vos actifs. La deuxième, c'est votre capacité d'emprunt. Donc, de l'exploiter au maximum, de pouvoir réussir à générer, à investir dans des biens qui génèrent du cash flow, et puis ensuite, pouvoir se créer une certaine trésorerie qui va vous permettre d'investir cash à l'étranger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'investissement, par exemple, en ce moment qui est très tendance au Maroc, en Thaïlande ou autre, c'est minimum 80% d'apport. Et encore, d'avoir comment dire, un financement ne serait-ce que sur les 20% restants, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Voilà. Donc, il faut bien Exactement. commencer de toute façon. Merci beaucoup du coup, Dimitri. Je t'en prie. On met tes différents liens dans la description pour des personnes qui pourraient peut-être mieux te découvrir. Ton podcast aussi, du coup, Ouais, puisque tu le as un droit podcast d'investir. que tu mets en avant chaque semaine, c'est ça, ou Chaque toutes les 2 semaines, ouais. oui, je dis podcast, c'est un programme audio pour Ouais. investisseurs, pro de l'IMO, sous-loueurs, conciergerie. Très basé sur l'actualité aussi, où tu Voilà, partages un maximum actualité juridique et d'expertise. fiscale. Tout à Donc fait. ça, c'est top. Et puis, Dimitri intervient aussi auprès de tous nos clients au sein d'RGI sur les consultations fiscales. Tu es vraiment ultra performant là-dessus. On n'a que des super retours. Et puis, ça permet vraiment de sécuriser en fait la fiscalité de chacun de nos clients. Donc déjà, merci pour ça. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble quand même. Exactement. Donc voilà, si vous souhaitez investir dans l'immobilier rentable de manière sécurisée, vous avez la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos chargés de projet au sein d'RGI pour qu'on puisse analyser votre situation, définir ensemble des objectifs, une stratégie et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Dimitri. Avec plaisir, Baptiste.